que je peux le faire en parlant. Oui, oui, la mer des profondeurs. Ouais, mais... Alors, c'est simple, les abysses... Alors, en fait, tu rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'Afrique subsaharienne. Faut savoir que dans les abysses, t'as ce qu'on appelle des poissons... comment ça s'appelle? Je sais plus, mais on va dire les poissons... on va donner leur surnom. Ça s'appelle les poissons lumière. En gros, les poissons lumière, c'est simple. Les poissons lumière sont des poissons qui sont presque aveugles et qui ont une lumière comme ça sur le front. Vous avez tous déjà dû voir ça quelque part en photo, dans Nemo aussi par exemple. Vous avez tous dû voir... tous dû voir... je sais pas, des photos ou dans Nemo, voilà, tout simplement. Donc ce sont des poissons qui se sont adaptés à leur milieu calorique. Pourquoi je dis que ce sont des poissons qui se sont adaptés à leur milieu calorique? Parce que grâce à l'évolution, ils ont développé une petite... Alors c'est pas vraiment une ampoule dans le sens électricité, tu vois, c'est pas de l'électricité en vérité. Attends, je peux rentrer là maintenant? Oh, oh les gars, dinguerie. Oh les gars, dinguerie. Donc oui, c'est pas de l'électricité qu'il a sur la tête, mais c'est connecté à son... à son cerveau, ce qui lui permet par les connexions synaptiques de créer des influx électromagnétiques. Bah, en gros, c'est simple. Pour faire simple, toi par exemple, là t'es là, tu contractes ton biceps, ok? Tu contractes ton biceps. Pour contracter ton biceps, tu vas faire appel à ton, tu vas faire appel à tes, mince, je commence à être fatigué. Tu vas faire appel à ton cerveau qui va envoyer un influx neuromusculaire. Donc neuromusculaire, c'est la partie connectée entre ton cerveau et tes muscles. Et pour faire ça, il va passer par des fibres. Et les fibres qui seront elles-mêmes reliées, à des tendons. Bref. Je vais essayer de faire court, mais en gros, quand tu vas dire à ton cerveau de contracter ton biceps et que tu vas contracter ton biceps, tu vas envoyer une impulsion électromagnétique. C'est-à-dire que notre cerveau est capable de créer de l'énergie. Je sais pas si tu te rends compte, hein. C'est pas de l'énergie dans le sens la magie, tu vois. C'est des petites impulsions électromagnétiques qui sont comme de l'électricité, tu vois, qui sont un peu comme t'as le Wi-Fi. T'as le Wi-Fi d'un côté qui est une propulsion d'onde, ça c'est le Wi-Fi. Et t'as l'électricité, donc allumer la lumière, t'as l'énergie photovoltaïque et t'as l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie qui vient de l'eau. C'est l'eau qui crée de l'énergie. Ben, nous, dans notre constitution organique, on a la possibilité de créer de l'énergie. Wow, là c'est chaud là. On a la possibilité de créer de l'énergie. Bon, attendez, ok, c'est bon. Oh. On a la possibilité de créer de l'énergie. Donc, comme je l'ai indiqué, quand tu demandes à ton cerveau de contracter ton biceps, et ben, tu vas envoyer une impulsion électromagnétique. Et ben, ces poissons-là, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que eux, ils le font en permanence. C'est-à-dire que c'est pas une lumière comme nous on a, mais c'est une petite ampoulette qui leur permet de voir. Sauf que en faisant ça, donc en focalisant leur cerveau sur cette demande-là, ils ont réduit leur vision. Pourquoi? Parce que vous savez que ces poissons-là, ils sont aveugles. Ces poissons-là, ils sont aveugles. Alors, ils sont pas aveugles, parce qu'encore une fois, sinon, quel intérêt d'avoir une ampoule? Mais ils ne voient pas grand-chose, ces poissons-là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans le corps, ce qui demande le plus d'énergie, proportionnellement, hein, mais même globalement, mais proportionnellement aussi, ce qui demande le plus d'énergie dans le corps, ce sont les yeux, la vue. C'est pour ça qu'on dit, ouais, quand un aveugle, il devient... Enfin, quand un voyant, il devient non-voyant,
tous ces sens se décuplent. Mais oui, et pourquoi tous ces sens se décuplent? Parce que euh, presque pratiquement 5, bah, je dirais 45% de notre énergie est irriguée vers nos yeux. Parce que nos yeux, ça demande tellement d'énergie, vous vous rendez pas compte? Parce que dans nos yeux, on a plusieurs couches, hein. On a la pupille, on a le, on a la pupille, on a la cornée, on a ah mince, comment ça s'appelle déjà? Le truc, l'iris, le plus connu. On a plusieurs couches qui ont besoin en permanence d'être alimentées. C'est comme si tu laissais toute ta journée ta télé allumée. Ta télé allumée. Savoir qu'il y a bien des rapports entre télé et œil, parce que tu sais que les télés sont fabriquées sur le même principe que les yeux. Les télés, c'est comme nos yeux, c'est des couches. T'as le globe oculaire, après t'as la cornée, après t'as la pupille, après t'as l'iris. L'iris et la pupille, je sais plus lequel est avant, mais bref. Et la télé, c'est la même chose. T'as le panneau, après t'as le panneau LED, après t'as l'écran de couleur, je sais plus comment ça s'appelle, et après devant tu peux avoir d'autres choses, tu peux avoir une espèce de lentille, c'est l'écran, tu vois. C'est comme si tu laissais ta télé tout le temps allumée et que tu as un seuil tout juste limité d'énergie. Parce qu'il faut savoir que notre corps est parfaitement constitué pour demander. Ouah, non mais attends, c'est une blague. Notre corps. Ouah, non mais attends, c'est une blague. Ouah, attendez. Purée, attendez, c'est une blague. Attendez, je vais aller là-bas. Et je vais me régénérer. Comme ça, je peux prendre aussi le point de réapparition ici. Donc oui, ouais, donc dis-toi que notre corps, il est parfaitement constitué pour être alimenté suffisamment partout. C'est-à-dire que il ne va pas surconsommer, il ne va pas sous-consommer. Alors bien sûr, quand tu as des maladies, tu peux sous-consommer et surconsommer, hein. Par exemple, si tu as de l'hyperactivité, tu vas surconsommer. Si t'as mais dans tous les cas, toute cette énergie va être utilisée. Si par exemple, t'as des maladies des bronches, tu vas sous-consommer parce que tu auras moins d'énergie, parce que toute ton énergie corporelle, et encore une fois, je parle pas d'énergie mystique, hein, je parle d'électromagnétisme, je parle d'énergie neuromusculaire, je parle d'énergie musculaire aussi, tout simplement. Je parle d'énergie dynamique, tu vois. Quand tu bouges comme ça, là, quand tu bouges comme ça, tu fais de l'énergie. Après, je schématise, hein, mais encore une fois, j'essaie d'expliquer pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, voilà, ce qui fait que les poissons, en ayant tout le temps cette ampoule sur la tête, donc en ayant tout le temps cette demande énergétique envoyée sur cette petite ampoulette, ils perdent la vue, parce que c'est ce qui demande le plus d'énergie, la vue. Enfin, encore une fois, ils perdent pas la vue, parce que sinon l'ampoule aurait aucun intérêt. Mais ils ne voient pas les couleurs, et ils ne voient pas, si je me trompe pas, ils voient très mal les formes. Par contre, ils peuvent se diriger grâce à leur ampoule, tu vois. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans les profondeurs, donc tu me parles des abysses, donc les profondeurs de la mer, donc les profondeurs des océans abyssaux, eh bien, tu as bel et bien des adaptations que l'humain ne connaît pas sur Terre. D'accord? Parce que on est dans un milieu très extrême. Sauf que les gens qui te diront, ouais, il y a des mégalodons. Mais non, il n'y a pas de mégalodon dans les abysses. Je vais te dire tout simplement pourquoi. Par contre, il peut avoir des mégalodons un peu plus profondément, tu vois, un peu plus profondément, pardon. Mais dans les abysses, c'est impossible qu'il y ait des mégalodons. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que, prenons l'exemple de l'éléphant, par exemple. L'éléphant, l'éléphant, c'est un pachyderme. Donc pachyderme, tout à l'heure je vous ai expliqué qu'est-ce que c'était le derme. Je vous ai dit, c'est les cellules de la peau. Le derme, c'est la peau. Donc pachy, je sais pas ce que ça veut dire pachy, mais en tout cas pachyderme, ça veut dire ensemble, ça veut dire peau dure. Donc pachy, ça veut sûrement dire dur. Donc c'est un énorme pachyderme qui doit porter un énorme plusieurs tonnes. Je crois que c'est 10 tonnes un éléphant si je me trompe pas, et qui doit porter son poids. Et qui doit se déplacer avec son poids, qui doit réagir avec son poids, et donc qui doit vivre avec son poids. Pour vivre avec son poids, il doit manger énormément. D'accord?
Mais comment la nature a pallié à ça, donc comment l'univers a pallié à ça, tu peux dire Dieu si tu veux, comment Dieu a pallié à ça, c'est que l'éléphant, comme c'est un animal historique, parce qu'il faut savoir des éléphants, alors c'est pas ça, c'est pas des éléphants, bah, c'était des mammouths, hein, tout simplement. Il faut savoir que les mammouths ont effectivement cessé d'exister, mais ils ont été remplacés par une autre espèce de pachyderme. Faut savoir qu'à la préhistoire post-extinction des dinosaures, il y avait des éléphants avec des bouches beaucoup plus petits. Ils avaient des bouches, ils avaient vraiment des bouches, des dents et tout. Donc l'éléphant étant un animal très ancien, il a développé une très grande intelligence, presque une conscience du temps, de l'espace. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme l'avait dit Einstein, Einstein avait dit, c'est de la théorie de la relativité, mais moi je vais dire ce que je retire de la théorie de la relativité, c'est que le temps n'existe pas tout seul. C'est-à-dire que le temps tout seul n'existe pas. Pourquoi? Parce que le temps, finalement, est une unité de mesure entre deux axes. Deux axes, deux pôles, deux personnes. Tu peux pas calculer le temps si t'as personne devant toi pour le calculer. C'est-à-dire que si t'es tout seul dans une pièce noire, le temps n'existe plus. Parce que tu n'as rien d'autre pour l'évaluer. Et Einstein disait qu'un mec en voiture, là je schématise la théorie de la relativité d'Einstein, mais au moins c'est pour faire simple. Einstein disait qu'un mec en voiture, qui va faire 1 heure de voiture, ne va pas percevoir le temps comme un mec qui va faire 1 heure à trottinette. C'est logique là ce que je dis là, encore une fois. Là je vous parle pas d'une manière mystique, hein. Je suis pas là en mode, comment il s'appelle, Sylvain Durif, le mec sur YouTube là, qui dit je suis le Jésus cosmique. Moi je suis pas du tout le Jésus cosmique, je vous parle factuellement là, je vous parle de réalité. Mais c'est juste que les scientifiques, le problème des scientifiques, c'est qu'ils sont trop dans leur domaine, c'est qu'ils sont en mode science. Science, la science, c'est rien d'autre. Mais quand tu regardes des personnes comme Einstein, des personnes comme Hawking, des personnes comme tout à l'heure je parlais du mec qui a fait le Big Bang, le maître, tu te rends compte que finalement, quand t'as plein de domaines, plein de connaissances dans les domaines, tu te rends compte de la vérité. Parce que la vérité, c'est pas un domaine, la vérité, c'est tous les domaines en même temps. Encore une fois, toi, moi, lui, elle, nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel, bah, on forme le monde. Mais moi tout seul, je forme pas le monde. Moi tout seul, je suis moi tout seul et je suis rien d'autre. Tu vois, c'est comme la science. La science toute seule, c'est la science toute seule et c'est rien d'autre. Et malheureusement, c'est rien d'autre. Mais ce que je voulais dire par rapport aux éléphants, c'est que les éléphants étant énormes, ils ont besoin d'énormément de nourriture. Mais comme la Terre est bien faite, grâce aux extinctions de dinosaures, et ben l'éléphant, il se rappelle d'où est-ce qu'il va, tu vois. Un éléphant ne va pas 2 fois au même endroit. Pourquoi? Parce qu'on dit bien une mémoire d'éléphant, c'est parce qu'il a une excellente mémoire. Parce que s'il retourne, par exemple, il va à un endroit, il bouffe toutes les feuilles, il saccage tout, et après il se trompe, il va au même endroit, et ben en allant au même endroit, il n'y aura plus de bouffe pour lui, et pour faire chemin retour, il va mourir sur chemin retour parce qu'il aura besoin de carburant. C'est comme une voiture, tu vois. Tu t'imagines, tu vas prendre l'essence, enfin tu vas à une station d'essence, t'as plus d'essence, tu reviens, tu retournes à la station d'essence, mais tu peux plus retourner à la station d'essence parce qu'elle est vide, bah donc tu peux plus partir avec ta voiture. C'est du carburant, la nourriture, faut voir la nourriture comme un carburant. C'est plus qu'un carburant, mais c'est un carburant dans l'explication. Donc pourquoi les mégalodons n'existent pas dans les abysses? C'est que dans les abysses, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du poisson à lampe là, le poisson à lampe, c'est que dans les abysses, il y a que très peu d'espèces de poissons. Alors, très peu d'espèces de poissons, si dans la mer il y a, je sais pas, 10 millions d'espèces de poissons, dans les abysses, il va en avoir peut-être, je sais pas, 50 000. C'est beaucoup, hein, 50 000. Mais même déjà, je suis même pas sûr qu'il y en ait 50 000. On va dire qu'il y en a 50 000. Mais eh bien pour que ces espèces-là puissent être dans l'eau, il faut savoir que elles ont dû évoluer et elles ont dû mourir. Dire qu'il y a celui qui est venu, qui a goûté le milieu, donc les eaux profondes. Il faut savoir que les eaux profondes sont très noires, très froides et très vaseuses, donc beaucoup de poussière. Ce qui fait que pareil, le poisson qui voit rien, bah, c'est normal, s'il voit rien, enfin il y a une raison, tu vois. Elles sont très vaseuses, vaseuses et sableuses. Elles sont très, c'est pas la vase de la rivière, hein. Enfin si, c'est un peu la vase de la rivière en vérité. C'est la vase quoi. Et c'est le sable aussi. C'est la vase. Donc c'est très froid, c'est très noir et c'est très vaseux. C'est-à-dire que
t'as énormément de contraintes pour te développer dans ce milieu-là. Ce qui fait que, pourquoi il reste que, on va dire, 50 000, même, je dirais 20 000 espèces, hein, même 20 000 espèces, ça me paraît énorme dans les abysses. Hein. Mais bon, bref, c'est juste pour vous donner un exemple. Imaginons qu'il y ait 10 millions d'espèces dans la mer, dans l'océan tout entier, bah dans les abysses, il y aura peut-être juste 20 000. Tu vois, c'est rien du tout. Parce que il y a un énorme système d'adaptation derrière, parce qu'il y a ces trois grosses contraintes-là qui elles-mêmes amènent d'autres contraintes. Parce que en étant très vaseuse, en étant très noire et en étant très froide, et bah, tu limites la biodiversité de la mer, ce qui fait que tu auras moins de poissons, parce que tous les poissons n'auront pas réussi à s'adapter à ces contraintes-là, et tu auras moins de... et tu auras moins d'espèces, donc si tu as moins d'espèces, tu as moins de poissons, si tu as moins de poissons, tu as moins de biosphère. Tu vois, la biosphère, c'est le rond dans lequel se trouvent toutes les espèces. Je schématise, mais c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Et ça englobe aussi les coraux, les anémones, les algues, enfin tout. C'est la biosphère, ça. Mais encore une fois, j'essaie de schématiser pour que tout le monde puisse suivre et comprendre, parce que c'est vrai que comme il l'a dit, Irbis, pardon, c'est technique, mais ça va en vrai. Si vous écoutez bien, vous pouvez comprendre parce que j'explique simplement. Et c'est ça mon avantage, c'est que je suis capable d'expliquer simplement. Donc, pourquoi il n'y a pas de mégalodon dans les abysses? C'est parce que pour qu'il y ait un mégalodon je sais plus, le mégalodon, je crois ça fait, je sais plus s'il parle de 20 mètres, je crois. Enfin, c'est absolument, c'est absolument impensable que déjà un éléphant hein, dans une terre remplie de branchages, remplie de feuillages, remplie de fruits, puisse se développer d'une manière correcte. Il est déjà obligé de passer par un système stratégique pour pouvoir se nourrir. Et ben imagine dans un milieu où il fait froid, donc je vais prendre un milieu où il y a ces trois grandes contraintes-là, qui par ces contraintes-là est un milieu très restreint, et ben à aucun moment il y aura un mégalodon dans l'eau. Enfin, il y aura un mégalodon dans les profondeurs de l'eau. Alors par contre, il peut y avoir un mégalodon entre la surface et les abysses. Ça c'est possible, ça je dis pas le contraire, j'en sais rien, tu vois. Mais dans les abysses, c'est impossible qu'il y ait des mégalodons, étant donné que si mégalodons il y a, le mégalodon il va bouffer tout le monde. Et quand il aura bouffé tout le monde, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus personne, il va mourir. Bah oui, parce que, encore une fois, le mégalodon, il va pas boire juste l'eau de la mer, tu vois. Il va pas bouffer non plus des algues. Sinon, il serait pas il serait pas mégalodon. Pour être mégalodon, faut avoir pendant des générations et des générations ne jamais avoir été à court ne jamais avoir connu de pénurie alimentaire. Ça c'est très important à savoir. C'est comme les humains sur Terre. T'as les humains sur Terre, ceux qui sont grands, c'est parce que dans leur génétique et dans leur lignée, ils ont pas connu beaucoup de pénurie alimentaire. C'est pour ça que tu regardes les Chinois sont pas très grands, parce qu'en Chine, il y a eu plein de pénuries alimentaires. Ah oui, en France, bah, les gens sont plus ou moins grands, parce qu'en France, on a connu des pénuries, mais ça va. Tu regardes par exemple en Suède, en Finlande, en Norvège, les gens là-bas sont immenses. Pourquoi? Bah parce que là-bas, ils ont toujours eu à bouffer. S'ils n'avaient pas de la bouffe, pardon, ils n'avaient pas de la bouffe internationale, ils avaient leur propre agriculture et leur propre bétail. Ce qui fait qu'en permanence, ils étaient toujours alimentés. Donc, les mégalodons dans les profondeurs de l'eau, ça n'existe pas, malheureusement. Ouais, même déconnecté. Bon, j'espère que vous avez apprécié l'explication. Moi, je pense que